de la géopolitique mondiale en 2020. Donc, je vais parler un peu de chaque région. Et mon discours, c'est en fait comme un entretien entre un journaliste et un expert. Donc, il y a des questions et ensuite des réponses. Comme c'est juste moi, je n'ai pas quelqu'un avec moi pour faire le discours, je vais dire questions et réponses pour que ce soit plus clair. OK? Avant que je fasse mes questions et avant les réponses. Et donc, si vous êtes prêts, j'y vais. Question. Impossible de parler de géopolitique sans évoquer les États-Unis. Ils sont impliqués dans plusieurs guerres partout dans le monde. Ils sont incontestablement la plus grande puissance militaire et économique. Comment est-ce que les États-Unis utilisent leur puissance et quels sont les objectifs de la politique étrangère américaine en ce moment? Réponse. Le changement principal qu'on verra, ce sera que les États-Unis vont se retirer peu à peu du Moyen-Orient. Et ça, j'explique ça par deux raisons. La première, c'est la promesse électorale de Donald Trump. En 2015 et 2016, Donald Trump s'est fait élire sur un programme électoral de l'Amérique en premier, America First, comme il disait tout le temps. Et ce que ça implique, c'est que les États-Unis doivent arrêter d'être les gendarmes du monde et d'être dans toutes les guerres du monde. De toute façon, il est évident que les guerres au Moyen-Orient ne sont pas gagnables. Les Russes, au XXe siècle, se sont cassés les dents en Afghanistan et les Américains, au XXIe siècle, se cassent les dents depuis 20 ans. Donc Trump ne va pas s'acharner au Moyen-Orient, d'après moi. Même l'ingérence des États-Unis en Syrie est un échec. On voit bien que Poutine est en train de gagner cette bataille et que les États-Unis n'ont plus beaucoup d'influence. La deuxième raison pour laquelle les États-Unis vont se retirer du Moyen-Orient, c'est le pétrole. La demande pour le pétrole, qui est abondant au Moyen-Orient, est vouée à diminuer dans les prochaines années à cause de la prise de conscience écologique mondiale. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'environnement. Par ailleurs, en matière de politique étrangère américaine, j'ai du mal à comprendre une chose. Et cette chose, c'est l'élimination du général Soleimani en janvier 2020. Je vous rappelle que Soleimani était un général iranien soupçonné de tramer des attaques contre des intérêts américains et des bases américaines. Franchement, cet assassinat, cette élimination du général est inexplicable. C'est un pari extrêmement risqué. Personne ne sait si c'était un coup de génie de Trump ou si c'était un coup de folie de Trump. Personne ne sait vraiment. Mais en tout cas, on a frôlé une guerre titanesque entre l'Iran et les États-Unis. Il faut être très content qu'il n'y ait pas eu de guerre. Une chose est sûre, les Américains vont garder leur allié indéfectible dans le Moyen-Orient. Et cet allié, c'est Israël. Trump ne cesse de se vanter de son accord du siècle. Vous avez peut-être entendu parler de l'accord du siècle, the deal of the century, comme il dit. C'est un accord en fait entre Israël et la Palestine. C'est une solution au litige territorial entre Israël et la Palestine. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas un accord. C'est juste un décret injuste qui a été annoncé avec beaucoup de triomphe, mais sans même consulter les Palestiniens. Les Palestiniens n'ont pas fait partie du processus de solution. Donc, comme j'ai dit, en 2020, on pourrait constater que les Américains vont s'éloigner du Moyen-Orient et se tourner vers l'Asie. Parce qu'en Asie, les Américains veulent étouffer la Chine et leur croissance fulgurante. Question. À propos de la Chine, nous connaissons déjà le projet des nouvelles routes de la soie. Ce n'est un secret pour personne. Aussi, la Chine et notamment le géant Huawei s'apprêtent à lancer la 5G à grande échelle. Qu'est-ce que ces deux percées signifient sur l'échiquier mondial et quel est le poids géopolitique de la Chine de Xi Jinping? Réponse. Depuis quelques années déjà, la Chine montre les dents dans la mer de Chine méridionale.
La Chine n'a jamais aimé la présence massive des Américains près de leurs côtes. Les États-Unis ont des alliés fidèles en Asie, comme la Malaisie ou le Japon. Et il faut observer le Japon pour comprendre le comportement de la Chine. Le comportement de la Chine. Pardon. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont obligé le Japon à limiter sa puissance militaire. Ils ont obligé le Japon à limiter sa puissance à l'autodéfense. L'article 9 de la Constitution japonaise dispose que le Japon ne peut pas former une armée capable de déclencher un combat. Cependant, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, essaye maintenant de faire adopter des amendements pour autoriser la création d'une vraie armée puissante, entière et sans limite. En réaction, la Chine a commencé à muscler sa marine et en 2017, le volume de production des chantiers navals chinois a dépassé le volume de production américain. En ce qui concerne la nouvelle route de la soie, elle est en construction depuis longtemps. En 2016, la Chine a annoncé un plan d'investissement de 8 milliards de dollars pour les chemins de fer et pour les oléoducs au Pakistan. L'accord, en fait, c'est que la Chine bâtit des infrastructures durables pour le Pakistan, qui est un pays en difficulté, et en retour, la Chine ouvre un corridor économique à partir de la province de l'ouest de la Chine, le Xinjiang, donc à partir du Xinjiang, jusqu'au golfe d'Oman. Le golfe d'Oman, il est situé à côté du golfe Persique, qui est très riche en pétrole. Donc c'est très stratégique pour la Chine. Et ce corridor pakistanais dont je vous parle, ce n'est qu'un volet du gigantesque projet des routes de la soie. La Chine prévoit de construire et d'ouvrir de nombreux corridors économiques vers l'ouest, en passant par l'Asie centrale. Et l'objectif ultime, c'est la domination du commerce mondial. En ce qui a trait à la 5G, en 2 mots, c'est un réseau Internet beaucoup plus rapide qui fournit des données d'intelligence artificielle plus précises. Aux grandes dames des États-Unis, la Chine a une longueur d'avance dans la course à la 5G. La Chine est loin devant. Question. Vous avez parlé de tous les voisins de la Chine sans parler du géant russe. Avez-vous fait exprès? Est-ce que la Russie est complètement insignifiante? Réponse. Contrairement à la Chine et aux États-Unis, la Russie n'est pas une superpuissance. Sa population est en déclin, elle n'a guère d'influence en Europe et la langue russe perd du poids dans les anciennes républiques soviétiques. Le budget militaire de la Russie n'est que de 60 milliards de dollars par an, 12 fois moins que le budget américain, 750 milliards. La Russie n'est même pas une véritable menace militaire pour l'Occident. Il sera intéressant de surveiller la région des pays baltes, où, en ce moment, se déroule un bras de fer entre les pays de l'OTAN et la Russie depuis plusieurs années. Donc, tour à tour, l'OTAN et la Russie montrent leurs muscles par l'entremise d'exercices militaires imposants. Comme j'en ai parlé hier, l'enclave de Kaliningrad, qui est située entre la Pologne et la Lituanie, est en fait une énorme base militaire pour la Russie. La Russie essaye d'intimider les pays baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. Toutefois, étant donné qu'une forte crise économique est prévue à cause du coronavirus, la Russie pourrait ressortir gagnante grâce à sa prudente planification financière. Et je m'explique. Les réserves russes suffisent largement pour couvrir leurs dettes externes. Le ministre des Finances de la Russie, depuis plusieurs années, consacre le revenu excédentaire des impôts sur les exportations de pétrole dans un énorme fonds d'urgence. Et cette mesure fait en sorte que les réserves russes, aujourd'hui, sont les 4e plus grosses du monde.
En résumé, parfois, la Russie se fâche un peu, la Russie donne un coup de poing sur la table, comme on l'a vu avec l'annexion de la Crimée. Mais en définitive, la Russie est en fait une puissance modeste et continentale, sans grandes ambitions de domination mondiale. Question. Existe-t-il d'autres conflits que vous n'avez pas évoqués? Vous n'avez pas parlé du Yémen, par exemple. Le Yémen connaît une guerre épouvantable et peu médiatisée depuis 2011. Réponse. Il faudrait une demi-heure pour expliquer les rouages de la guerre au Yémen. En résumé, c'est l'échec de la transition politique des printemps arabes en 2011 qui a créé un vide du pouvoir. Et ensuite, une guerre civile a éclaté entre le gouvernement affaibli et les rebelles. Des puissances régionales comme l'Arabie saoudite et l'Iran en ont profité pour se faire la guerre entre elles par procuration. Donc pendant que les puissances régionales, l'Iran et l'Arabie saoudite, s'affrontent, des millions de civils yéménites souffrent de famine et de bombardements. Et juste en passant, ce sont souvent les armes construites aux États-Unis ou en Europe qui servent à tuer les civils dans ces pays-là. Je dis ça juste en passant. Question. Qu'en est-il de l'Amérique latine? La situation au Venezuela se dégrade depuis un certain temps, non? Réponse. Oui, mais la situation au Venezuela reçoit déjà suffisamment d'attention dans les médias. D'ailleurs, la propagande occidentale est évidente. Je préfère braquer l'attention sur le Mexique, où plus de 30 000 personnes meurent chaque année à cause du crime organisé. En effet, autrefois, les drogues produites en Amérique du Sud passaient par les Caraïbes pour rejoindre le marché consommateur des États-Unis. Mais dans les années 90, la catastrophique guerre contre la drogue a été déclarée. Et le seul résultat de cette guerre contre la drogue, c'est que la cocaïne et la marijuana passent maintenant par le Mexique au lieu de passer par les Caraïbes. C'est la seule différence. Donc les États-Unis doivent régler leur crise interne de la toxicomanie. Sinon, le bain de sang va continuer au Mexique, au Guatemala, au Honduras, dans tous les pays d'Amérique centrale. En passant, 30 000 personnes qui meurent par an, c'est plus que dans certaines zones de guerre. 30 000 personnes au Mexique par an. Question. Qu'en est-il de l'Afrique? Pourquoi sont-ils encore les derniers sur la liste? Réponse. Je n'ai pas parlé de l'Afrique car mon argument principal est le même depuis des années. Et j'explique. Tant et aussi longtemps que les pays francophones ne se déferont pas du franc CFA, ils ne connaîtront ni la richesse, ni la paix, ni la liberté. Malheureusement, l'abolition du franc CFA, c'est presque impossible. Toutes les personnes courageuses qui ont voulu mener à bien l'abolition du franc CFA sont soit mortes, soit persécutées, soit emprisonnées, soit mystérieusement disparues. Pour terminer, un nouveau conflit, d'après moi, un nouveau conflit pourrait éclater en 2020 ou 2021. Je finis bientôt. Et ce conflit, c'est la dispute pour le Nil, dans l'est de l'Afrique, en Égypte. Ce qui se passe, c'est que l'Éthiopie, qui est un pays africain en plein essor économique, est en train de construire un barrage hydroélectrique colossal. Ce barrage va générer 6,45 gigawatts. Et ce barrage, il est situé près de la source du Nil. Inévitablement, le barrage va réduire le débit du Nil et en aval, en Égypte, l'agriculture va recevoir moins d'eau. Ce sera un gros problème pour l'Égypte, qui est un pays très peuplé. Le stade d'avancement des travaux est environ à 70%. Il sera fini dans les prochains mois ou la prochaine année. Quand le barrage sera terminé,
l'Éthiopie commencera à emmagasiner l'eau du Nil et l'Égypte va subir les conséquences directement. C'est là que le conflit pourrait éclater. Le conflit pourrait éclater entre l'Égypte, qui cherche à survivre et à faire de l'agriculture, et l'Éthiopie, qui est déterminée à fournir de l'électricité à sa population. Merci de m'avoir écouté. J'ai terminé.